Bonjour, mon nom est Pascal Claveau. Mon équipe et moi, aujourd'hui, couvrirons la culture britannique et la gestion des ressources humaines. Plus spécifiquement, nous verrons ce qu'un gestionnaire canadien doit savoir pour diriger une équipe au Royaume-Uni de manière efficace. Pour le plan de la présentation, nous commencerons par vous présenter ce qu'est le Royaume-Uni brièvement. Par la suite, on verra les relations commerciales avec le Canada, le contexte économique, la culture d'affaires. Par la suite, nous couvrirons les pratiques de recrutement au Royaume-Uni. Entre autres, on verra par la suite la légalité, la légitimité et finalement, nous terminerons par la diversité et le recrutement international. Avant de parler des ressources humaines, bien sûr, il est important de comprendre dans le contexte actuel dans lequel évoluent les entreprises britanniques. Donc, le Royaume-Uni est composé de 4 nations, donc il y a l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande du Nord. Sa capitale, c'est Londres, qui est aussi un des plus grands centres financiers au monde. Le pays compte environ 69 millions d'habitants et possède une monarchie constitutionnelle où le roi, c'est le chef d'État, tandis que le gouvernement est dirigé par un premier ministre. Ce qui est intéressant ici pour le Royaume-Uni, c'est que la composition de sa main-d'œuvre compte environ 34,4 millions de personnes en emploi, puis au total, dans ces 34 millions-là de personnes, on compte environ une personne sur 5 qui provient de l'international. Cette diversité de main-d'œuvre-là est intéressante parce que ça peut constituer un enjeu majeur pour les gestionnaires en ressources humaines, notamment en matière de recrutement, d'intégration et de gestion interculturelle. Cette diversité explique pourquoi la gestion des ressources humaines occupe une place aussi importante au Royaume-Uni, un thème qu'on va explorer tout au long de la présentation. Malgré sa taille relativement modeste, le Royaume-Uni demeure la 6e économie mondiale et exerce une influence économique, politique et culturelle majeure. L'économie britannique repose principalement sur les services, particulièrement les services financiers. Londres, comme on a dit, est un des plus grands importants centres financiers de la planète. Le Royaume-Uni joue également un rôle majeur dans plusieurs organisations qu'on verra un peu plus en détail. Je les nommerai pas tous, là, mais le G7, le G20, l'OTAN. Le pays est aussi reconnu pour ses universités, sa recherche scientifique, son industrie pharmaceutique et son secteur technologique. Cette ouverture internationale influence directement la façon dont les organisations recrutent, gèrent leurs employés et collaborent avec les partenaires étrangers. Son économie est fortement mondialisée. Les entreprises recrutent régulièrement des employés provenant de nombreux pays. Donc, les gestionnaires doivent composer avec des équipes multiculturelles, différentes façons de communiquer et un cadre légal particulier qu'on va voir un peu plus en détail. On va maintenant passer la parole à Jean-Philippe qui va nous présenter pourquoi le Royaume-Uni représente un partenaire commercial stratégique pour le Canada. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, mon nom est Jean-Philippe Côté et pour cette présentation, je vais réaliser une analyse dyadique des relations entre le Canada et le Royaume-Uni. Plus précisément, je vais m'intéresser à leur interdépendance économique, c'est-à-dire aux éléments qui favorisent les échanges commerciaux, à leur dépendance mutuelle, ainsi qu'aux principaux défis qui caractérisent leurs relations. Le Canada et le Royaume-Uni partagent une relation commerciale historique et stratégique avec des éléments communs qui facilitent les échanges commerciaux. L'anglais, comme langue commune, simplifie les communications d'affaires et réduit certaines barrières culturelles. Ensuite, les deux pays possèdent un système juridique et politique similaire fondé sur l'état du droit. Cette politique, cette proximité s'explique notamment par le fait que le Canada a hérité d'une partie importante des traditions parlementaires et juridiques britanniques, notamment qu'on peut le voir dans nos différentes institutions au Canada. On peut le voir à titre d'exemple avec le monarque Charles III, qui est notre même monarque pour le Royaume-Uni également. Sur le plan stratégique, les deux nations entretiennent aussi des liens étroits, notamment par leur appartenance commune au G7, au G20, à la Commonwealth, au réseau de renseignement Five Eyes et à l'OTAN. Enfin, un autre point de convergence important est leur volonté respective de diversifier leurs relations commerciales. Pour le Canada, cette diversification s'explique notamment par des tensions commerciales avec les États-Unis et par une volonté de réduire cette dépendance envers le marché américain représentant en 2025 72,5% des exportations canadiennes. De son côté, depuis le Brexit effectif le 31 janvier 2020, le Royaume-Uni cherche à redéfinir ses relations commerciales, notamment avec l'Europe et d'autres partenaires internationaux. Ainsi, malgré des contextes économiques qui sont différents, le Canada et le Royaume-Uni représentent plusieurs bases communes favorables au renforcement des échanges commerciaux. En termes de relations commerciales,
Lorsqu'on examine les échanges commerciaux entre les deux pays, on constate que le Royaume-Uni est un partenaire commercial majeur pour le Canada. En 2025, le Canada y a exporté 33,4 milliards de dollars, soit environ 6% de l'ensemble de ses exportations. Le Royaume-Uni se positionne comme étant le deuxième marché d'exportation pour le Canada. À noter que la relation demeure stratégique pour le Royaume-Uni. En effet, le Canada est son troisième plus important fournisseur, ce qui démontre l'importance des produits canadiens pour les importations britanniques. À l'inverse, le Royaume-Uni a importé pour près de 9 milliards de dollars vers le Canada. Pour les Britanniques, le marché canadien est un peu plus modeste, puisqu'il représente 1,5% de ses exportations, ce qui place le Canada au 18e rang de ses marchés d'exportation. Maintenant, si on regarde la nature des échanges, on voit une asymétrie structurelle importante. Le Canada envoie surtout des ressources brutes vers le Royaume-Uni, or, pétrole, minéraux, produits aéronautiques. Le Royaume-Uni, lui, exporte surtout des biens à valeur ajoutée, automobiles, produits pharmaceutiques, pièces spécialisées. C'est une illustration concrète des avantages comparatifs dont Fontanelle, article cité plus bas, où chaque pays se spécialise là où est-ce qu'il excelle. Jusqu'au Brexit, les échanges entre le Canada et le Royaume-Uni étaient encadrés par l'AECG, l'accord conclu entre le Canada et l'Union européenne. Accord encore en fonction, sauf que le Royaume-Uni est exclu. Après le Brexit, dans le fond, le Royaume-Uni a été exclu et cet accord a été remplacé par l'accord de continuité commerciale ou ACC, reprenant l'essentiellement de l'AECG. Concrètement, il élimine 99% des droits de douane, simplifie les procédures douanières et renforce la coopération réglementaire. Ça permet de réduire les barrières techniques et de rendre les échanges commerciaux beaucoup plus simples, plus fluides et plus prévisibles pour les entreprises. Maintenant, quand on regarde le contexte économique actuel, faut être honnête. Le Royaume-Uni traverse une période qui est relativement difficile. Selon l'OCDE, en 2026, sa croissance ne devrait pas atteindre plus de 0,9% contre 1,2% pour le Canada. La confiance des consommateurs britanniques est plus basse selon l'OCDE. Les taux hypothécaires ont bondi de 3,97% à 5,14% en seulement 2 mois en 2026. Et le gouvernement a peu de marge de manœuvre pour pouvoir stimuler l'économie vu sa dette publique. La cause principale de cette fragilité, c'est la dépendance du Royaume-Uni face au gaz naturel importé. Quand les prix d'énergie explosent, c'est notamment ce qui a été le cas avec le conflit au Royaume-Uni, au Moyen-Orient en 2026, le Royaume-Uni en souffre directement. Le Canada, lui, en bénéficie d'une certaine façon, puisqu'on est un exportateur d'énergie avec le pétrole dans l'Ouest canadien. C'est exactement ça l'interdépendance asymétrique telle que définit Sachs, article cité un peu plus bas. Le même choc mondial peut avoir des effets complètement opposés selon la position d'un pays dans la chaîne économique. Puis le Brexit, c'est un exemple parfait où est-ce que le risque politique qu'on a abordé dans le cours 1, selon une décision politique, ça crée des incertitudes durables pour les échanges commerciaux. Si on a 3 points à retenir pour un gestionnaire canadien quand on regarde les relations commerciales avec le Royaume-Uni, je dirais que premièrement, la relation commerciale avec le Royaume-Uni, c'est basé sur un historique qui est solide, de longue date, qu'on a une culture similaire, notamment avec nos droits, avec justement des alliances qui sont fortes, avec notre langue qui est commune. C'est une base de confiance rare qu'on peut voir à l'international. Deuxièmement, les échanges sont asymétriques mais complémentaires. C'est pas un problème, mais c'est une opportunité d'affaires où est-ce que chaque pays apporte ce que l'autre n'a pas. Troisièmement, le Brexit, les chocs économiques qui ont fragilisé le Royaume-Uni, pour nous au Canada, c'est à la fois une opportunité de renforcer nos liens commerciaux, un peu comme ce que j'ai expliqué avec notre incertitude avec les États-Unis qu'on a également, avec les tarifs douaniers. Puis pour le gestionnaire canadien, c'est à apprendre à naviguer dans tout ça. Les dynamiques commerciales qu'on a vues, ils posent des contextes dans lesquels on doit s'inscrire dans le cadre des ressources humaines et s'adapter avec tout ça. Et maintenant, on va pouvoir transiger vers le profil un peu plus culturel entre le Canada et le Royaume-Uni, qui j'espère vous intéressera. Pour bien gérer des employés au Royaume-Uni, il faut d'abord comprendre leur culture, parce que c'est elle qui façonne la façon dont les gens travaillent, communiquent et réagissent à l'autorité. On s'appuie ici sur le cadre des Hofstede, repris par Arcan et Gagnon dans notre lecture de la semaine 2. Ce cadre compare les cultures nationales selon quelques grandes dimensions, et il nous donne une base solide pour anticiper et différencier les gestions d'un pays à l'autre. La bonne nouvelle pour un gestionnaire canadien, c'est que les deux pays se ressemblent beaucoup. Comme le montre le graphique, la distance hiérarchique est faible des deux côtés, autour de 35 et 39. Concrètement, ça veut dire que les patrons restent accessibles, qu'on peut les questionner et que l'employé n'est pas dans un rapport de dépendance envers lui.
On est loin d'une culture où on l'obéit sans discuter. L'individualisme est fort aussi dans les deux pays. Le Britannique, tout comme le Canadien, se considère responsable de ses propres résultats et souhaite être traité comme un individu à part entière, avec ses ambitions et son parcours propre. Mais malgré ces ressemblances, deux écarts méritent vraiment notre attention. D'abord, le Royaume-Uni est nettement plus orienté vers la performance et la compétition. La réussite professionnelle et le dépassement y sont des fortes valeurs, un peu plus qu'au Canada. Ensuite, le Royaume-Uni est plus à l'aise avec l'incertitude. Il accepte mieux l'ambiguïté et se montre plus souvent à essayer de nouvelles approches sans avoir besoin d'encadrer d'avance. Et c'est un point clé ici pour terminer, car selon l'approche de la contingence défendue par Arca et Gagnon, il n'existe pas de recette universelle en gestion de ressources humaines. C'est la culture nationale qui détermine si une pratique donnée va porter ses fruits ou non. Une méthode qui fonctionne à merveille au Canada peut donner de tout autres résultats au Royaume-Uni, et c'est exactement ce qu'on va voir dans les prochaines minutes. Le premier piège pour un Canadien, c'est la communication. Au sens de Hall, le Royaume-Uni se situe dans un contexte plus riche que le Canada. Une partie du message passe par ce qui n'est pas dit explicitement. Les Britanniques cultivent la lilote et le sous-entendu. Regardez le tableau, quand ton collègue londonien vous dit « That's interesting », il ne vous complimente pas, il exprime poliment un désaccord. « With the greatest respect » signifie en réalité « vous avez tort » et « I'll bear it in mind » veut souvent dire « je vais l'oublier immédiatement ». Un gestionnaire canadien habitué à un style plus direct risque de comprendre exactement l'inverse du message. Et comme le souligne Lott, c'est précisément la mauvaise interprétation d'un message qui génère des tensions au sein d'une équipe interculturelle, souvent sans qu'on la voie venir. Voyons maintenant de ce que le profil culturel change concrètement pour diriger. Du côté du leadership, la combinaison d'une faible distance hiérarchique et d'un fort individualisme fait que le style efficace au Royaume-Uni n'est pas le leader autoritaire vu en séance 2, mais bien le leader démocratique. On consulte, on implique, on accorde de l'autonomie. Le modèle de McGregor s'applique directement ici. Les employés britanniques répondent mieux à une approche de type théorie Y, fondée sur la confiance qu'à un encadrement rigide. Du côté de la motivation, comme la culture valorise l'individu et la performance, ce sont la reconnaissance individuelle et la rémunération au rendement qui mobilisent le plus. C'est la rejoint encore Arcan et Gagnon, la rémunération incitative est mieux adaptée aux cultures individualistes et orientée vers la performance, soit précisément les profils britanniques. Concrètement, un bonus individuel bien conçu, il sera souvent plus efficace qu'au Québec, où on accorde davantage de poids à la qualité de vie et à l'équité collective. En résumé, que doit-on retenir en tant que gestionnaire canadien? Premièrement, ne pas se fier à la ressemblance de surface entre les deux pays. Ils partagent presque le même langage de gestion, mais c'est dans les petits écarts que se cachent les pièges. La communication indirecte et la culture de la performance. Et comme le rappelle Lott, la véritable compétence interculturelle ne consistait pas à effacer les différences, mais à les comprendre pour en tirer parti. Cette culture se reflète d'ailleurs aussi dans les lois du travail, ce qui nous amène naturellement au cadre légal. Dans cette partie, je vais parler de 4 éléments permettant de comprendre la gestion des ressources humaines au Royaume-Uni sous l'angle de la légalité. Nous verrons d'abord les lois encadrant la discrimination contre les travailleurs et l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le recrutement. Nous verrons ensuite la place de la religion et la notion d'accommodement, ainsi qu'un bref rappel sur la légalité versus la légitimité. Commençons avec l'Equality Act. Le cadre principal est l'Equality Act de 2010 qui constitue le cadre central de protection contre la discrimination au Royaume-Uni. Cette loi protège plusieurs caractéristiques, notamment l'âge, la réassignation de genre et ainsi de suite. Ces protections s'appliquent dans le monde du travail, dans la société et incluent aussi le recrutement de nouveaux employés. Ainsi, quelqu'un en processus de recrutement a accès aux mêmes protections et l'entreprise doit alors s'assurer que les critères de sélection, les tests, les entrevues et les outils utilisés ne créent pas de désavantages injustifiés pour certains groupes protégés. Ce qui est important ici, c'est que la discrimination ne se limite pas à une intention explicite. Une règle peut sembler neutre, mais produire des effets différenciés sur certains groupes. L'Equality Act oblige donc à regarder non seulement la règle elle-même, mais aussi ses effets concrets.
Parlons de l'intelligence artificielle dans le recrutement. Au Royaume-Uni, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le recrutement se fait sentir pour intervenir dans le tri des CV, le classement des candidatures, faire des tests automatisés et même analyser des entrevues enregistrées. Les entreprises utilisent davantage l'intelligence artificielle puisqu'ils permettent de traiter un plus grand nombre de candidatures, standardiser les évaluations et parfois réduire le biais humain. Toutefois, le ICO, Information Commissioner's Office, l'autorité du Royaume-Uni qui veille au respect de la vie privée, de la protection des données et de l'accès à l'information, rappelle que les systèmes d'intelligence artificielle peuvent aussi produire des résultats discriminatoires lorsque les données utilisées sont déséquilibrées ou reflètent des discriminations passées. Le texte de Killilit de 2020 montre que les algorithmes utilisés dans le recrutement peuvent générer des effets discriminatoires, même sans utiliser directement des caractéristiques protégées. En effet, retirer ces caractéristiques des informations données à l'IA n'est pas suffisant, puisque ce dernier peut se fier à des variables indirectes comme un quartier de résidence, l'université fréquentée, les emplois précédents ou des interruptions dans le CV. Le ICO présente d'ailleurs des exemples de discrimination, entre autres basés sur le genre, où l'intelligence artificielle discriminait des femmes principalement à cause du déséquilibre des données d'entraînement. Un enjeu des intelligences artificielles est qu'elles sont entraînées avec une majorité de données et de candidatures masculines et alors discriminer les femmes simplement parce qu'ils n'ont pas assez d'informations sur comment traiter ces candidatures. C'est dans ce cas que l'idée d'objectivité est alors confrontée. L'intelligence artificielle peut donner une apparence de neutralité scientifique alors qu'elle reproduit des hiérarchies sociales existantes. Parlons maintenant de la religion et aussi de la notion d'accommodement. Je vais bouger ça. Le Royaume-Uni s'est doté de l'Equality Act et aussi du Human Rights Commission, qui est l'organisme public indépendant responsable de faire respecter les lois relatives à l'égalité des droits. Toutefois, l'article de Lockwood de 2023 montre que la protection de la religion et des croyances au travail demeure juridiquement complexe dans la gestion des ressources humaines au Royaume-Uni. Le problème se trouve souvent dans les règles formulées de manière générale, par exemple une exigence de disponibilité ou une politique d'apparence professionnelle, mais qui ont un impact particulier sur un candidat religieux. Par exemple, un candidat sikh refusé en raison d'une politique interdisant la barbe illustre cela. La règle semble porter sur l'apparence, le fait ou non d'avoir une barbe, mais elle touche indirectement tout un groupe religieux. Selon la loi britannique, il ne faut pas seulement regarder si l'employeur avait une mauvaise intention, mais plutôt analyser si la règle désavantage un groupe protégé et, le cas échéant, si elle est proportionnelle. D'ailleurs, l'Equality Act protège les religions, mais aussi les croyances philosophiques ayant un certain degré de sérieux. Rappelons rapidement le concept de légitimité et de l'égalité. Il y a une mince ligne entre les deux. Le concept de l'égalité sont les règles établies par l'autorité juridique, comme l'Equality Act, le droit de la protection des données et les obligations de non-discrimination. La légitimité, de son côté, renvoie à la perception qu'une pratique est juste, acceptable et cohérente avec les valeurs sociales. Une pratique peut donc être défendable juridiquement, mais perdre sa légitimité aux yeux de la société. Prenons comme exemple l'intelligence artificielle dans le contexte de recrutement de talents, puisqu'on en a parlé précédemment. Les lois du Royaume-Uni sont claires à l'effet que l'intelligence artificielle ne décharge pas un employeur de sa responsabilité. L'employeur doit être en mesure de justifier ses outils et de montrer comment ils évitent les biais. Toutefois, comme exprimé par Killilit, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le recrutement fait que les candidats ne savent pas nécessairement sur quoi ils sont évalués. Dans ce contexte, si un candidat ne comprend pas pourquoi il est rejeté ou considère que son groupe est systématiquement désavantagé, il peut considérer la pratique de l'entreprise comme illégitime, même si elle est légale. En effet, ne sachant pas les critères d'évaluation, il est difficile pour le candidat de prouver de la discrimination. Ainsi, malgré que l'entreprise respecte ses obligations légales, elle doit, pour être légitime aux yeux de la société britannique, avoir un processus de recrutement explicable, proportionné et vérifiable. En bref, un gestionnaire canadien responsable des ressources humaines au Royaume-Uni doit tout d'abord maîtriser le cadre légal britannique, en commençant avec l'Equality Act. Il doit ensuite se familiariser avec l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le recrutement, oui en validant le cadre légal, mais en s'assurant aussi de comprendre son utilisation et en assurant que cette intelligence artificielle n'amènera pas de biais supplémentaires ou indirects. Le gestionnaire doit aussi garder en tête qu'au Canada, l'accommodement raisonnable est structuré autour de l'obligation de chercher une solution. Au Royaume-Uni, pour la religion, la logique est davantage celle de la discrimination indirecte et de la proportionnalité. L'employeur doit pouvoir montrer que sa règle poursuit un objectif légitime et qu'elle est proportionnelle. Cela implique une conception différente pour la gestion de la diversité religieuse. Un accommodement pour le Canada, alors qu'une proportionnalité pour le Royaume-Uni. Finalement, le gestionnaire doit retenir qu'une pratique peut être légale, mais socialement contestable. Il doit maîtriser le cadre légal britannique, mais doit aussi dépasser la conformité minimale. Il doit s'imprégner et s'informer sur la légitimité aux yeux de la société du Royaume-Uni.
En effet, s'appuyer uniquement sur le fait que quelque chose est légal dans la gestion des ressources humaines pourrait être mal perçu par la société et occasionner plusieurs problèmes autres que juridiques. Je vous amène maintenant à parler de gestion de talent avec mon collègue Ludovic. Nous allons maintenant parler de la diversité de la population active, ainsi que de la position du Royaume-Uni face au recrutement international. Selon l'Observatoire de l'immigration de l'Université d'Oxford, en 2024, environ 6,8 millions de travailleurs nés à l'étranger étaient employés au Royaume-Uni. Ça représentait en 2024 21% de la population active. En 2004, seulement 9% de la population active étaient des travailleurs nés à l'extérieur du Royaume-Uni. Cette croissance constante au cours des 2 dernières décennies montre une transformation profonde du marché du travail britannique, une plus grande ouverture à la mobilité internationale. Aujourd'hui, le Royaume-Uni se distingue comme l'un des marchés du travail les plus internationaux d'Europe. Comme nous l'avons vu tout au long de la session, la diversité culturelle au travail constitue un véritable atout pour une organisation, mais elle s'accompagne également de certains défis. Stahl et ses collègues mentionnent que l'une des forces et opportunités d'une équipe de travail diversifiée, c'est que ça permet d'enrichir les réflexions collectives, ça favorise la génération d'un plus grand nombre d'idées novatrices, ça encourage l'exploration des solutions plus originales et permet de développer les compétences interculturelles. De l'autre côté, Chevrier et Segal nous mentionnent que les équipes de travail diversifiées engendrent certains défis et points de vigilance. Par exemple, les différences dans les styles de communication peuvent parfois entraîner des malentendus et des interprétations divergentes. Les interprétations des rôles et responsabilités peuvent également diverger. La divergence dans le processus de prise de décision et l'apparition de certains stéréotypes culturels sont également des enjeux que doit faire face l'organisation lorsqu'elles ont des équipes de travail diversifiées. Comme on a vu lors de l'étude des statistiques de la population active, le Royaume-Uni est de plus en plus ouvert au recrutement international. En 2024, 110 500 organisations étaient enregistrées comme employeurs commanditaires, c'est-à-dire qu'ils étaient autorisés à faire des demandes de visa pour des travailleurs étrangers. Les principales raisons du recrutement international sont variées. 30% des demandes de visa sont reliées aux pénuries de travailleurs qualifiés, 25% au manque de candidats et 21% puisque le meilleur candidat disponible est à l'extérieur du pays. Le Royaume-Uni a mis en place certaines politiques publiques pour favoriser l'arrivée de travailleurs étrangers. Le programme Global Talent Visa est un programme britannique visant à attirer les experts internationaux en recherche, technologie et innovation. Cette politique publique favorise l'immigration. Cette présentation nous a montré que le Royaume-Uni est bien plus qu'un partenaire commercial important pour le Canada. C'est également un environnement où les pratiques de gestion de ressources humaines sont fortement influencées par une économie mondialisée, une main-d'œuvre très diversifiée et une culture organisationnelle qui possède ses propres particularités. Pour un gestionnaire canadien, réussir au Royaume-Uni ne consiste pas à appliquer exactement les mêmes pratiques qu'au Canada. Il faut adopter son style de leadership, comprendre les différences culturelles, respecter le cadre légal et être en mesure de gérer efficacement la diversité des équipes. Finalement, cette présentation illustre bien l'un des principaux apprentissages de ce cours. En gestion internationale des ressources humaines, il n'existe pas de solution universelle. Les pratiques les plus efficaces sont celles qui tiennent compte du contexte culturel, juridique et organisationnel du pays dans lequel elles sont appliquées. On vous remercie beaucoup pour votre attention.